Tu devrais vraiment regarder For All Mankind, genre ça te plairait vraiment. Non mais j'ai pas le temps, j'ai un bouquin à finir, je suis en train de me revoir toutes les vidéos Star Trek pour des vidéos qui vont sortir jusqu'en genre 2026. Je suis un petit peu charrette au niveau du temps, donc merci mais non merci. Non mais vraiment, c'est une uchronie à la lune, tu vas kiffer. Non mais, combien de fois il va falloir que je le répète? J'aime pas le format série et je peux pas m'investir émotionnellement dans une série qui est pas finie, c'est un piège à con, ça encore. À tous les coups elle va être annulée, je peux pas revivre les 4400 tant de fois que ça dans ma vie. Genre j'ai pas l'espace émotionnel et mental pour ce genre de bêtises. Il y a Joel Kinnaman dedans. Quand on dit pas les choses aussi. Alors, For All Mankind. Oh putain, ouais, il y a Joel Kinnaman. Nice. Bon. Bah, dans 2 semaines, hein, du coup. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Avec mon rattrapage série du début d'année et de fin d'année 2022, For All Mankind a sans conteste été celle qu'on m'a le plus encouragée à découvrir. Et c'est vrai à raison parce que c'est une histoire singulière, forte et clairement une des séries SF les mieux réalisées et les plus cool de ces dernières années. Petit tour d'horizon au cœur de ce monument avant la sortie de la saison 4 qui arrivera probablement au cours de l'hiver de cette année. Pas de spoil ou juste un petit peu comme d'habitude. Notre histoire du jour est ce qu'on appelle une uchronie. Pour rappel, le mot uchronie vient du grec uchronos qui signifie littéralement non-temps ou temps qui n'existe pas et est un néologisme créé en 1857 par Charles Renouvier basé sur le terme d'utopie lui-même créé par Thomas More. L'uchronie est un genre qui repose sur la modification de l'histoire avec un grand H tel qu'on la connaît, très souvent à partir de la modification d'un événement majeur, ce qu'on appelle le point de divergence. Par exemple, dans 22-11-63 de Stephen King, le point de divergence est l'assassinat de Kennedy. Bon, c'est pas une vraie uchronie, mais vous avez compris l'idée. L'uchronie est un genre plutôt ancien, utilisé dès l'Antiquité pour relater des faits de guerre et les modifier. Tite-Livre, par exemple, théorisera l'avancée d'Alexandre le Grand par l'Ouest. Cependant, la première œuvre considérée unanimement comme une uchronie a été écrite par Louis-Napoléon Geoffroy Château, Napoléon et la conquête du monde, narrant les événements modifiés où l'empereur aurait quitté la Russie avant 1812. Même Pascal en pose plus ou moins les bases avec sa célèbre réflexion « Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la Terre en eût été changée ». Donc, en 1969, et dans cette histoire alternative, le premier homme à marcher sur la Lune n'est pas l'astronaute américain Neil Armstrong, mais le cosmonaute soviétique Alexei Leonov. La NASA doit donc redoubler d'efforts pour rattraper l'URSS, qui d'ailleurs en rajoute en envoyant une femme sur la Lune. La NASA est donc contrainte d'inclure des femmes et minorités ethniques dans son programme, jusque-là laissées de côté pour le rôle d'astronaute. Et parce que c'est souvent plus compliqué de faire sans, voici les quelques personnages principaux, on déborde un peu sur la saison 2 mais pas de spoil encore une fois. Edward Baldwin, dit Ed, interprété par Joel Kinnaman, est un des meilleurs astronautes de la NASA, basé sur le commandant d'Apollo 10, Thomas P. Stafford. Gordon Stevens, dit Gordo, joué par Michael Dorman, est également astronaute et le best buddy de Ed, basé sur le pilote du module d'Apollo 10, Eugene Cernan. Karen Baldwin, interprétée par Chantel Van Stenten, la compagne de Ed, Tracy Stevens, jouée par Sarah Jones, la femme de Gordo et devenant ensuite astronaute, Margot Madison, jouée par Wren Schmidt et son accent, une ingénieure de la NASA dont le mentor a été Vernon von Braun et basé sur l'ingénieur Frances Northcutt. Helen Waverly, jouée par Jodie Balfour, une astronaute, Danielle Poole, interprétée par Chris Marshall, astronaute et la carte woke de la NASA, et Molly Cobb, jouée par Sonia Walger, astronaute et basée sur Jerry Cobb. Pour les autres saisons, on peut aussi parler de Aleida Rosales, jouée par Coral Peña, une immigrante que Margot prend sous son aile et entraîne comme ingénieur, et Dave Ayeza, joué par Eddie Gattegi, un Elon Musk du futur beaucoup plus cool. Bien sûr, il y a un florilège de personnages secondaires comme Dick Slayton, joué par Chris Bauer, Gene Kranz par Eric Leydin, et beaucoup plus interprétant de vrais scientifiques ayant travaillé pour la NASA, ce qui ajoute au réalisme et à la crédibilité de la série, en plus de rendre hommage à ses nerds ultimes.
D'ailleurs, pour info, la saison 2 se passe dans les années 80 et la saison 3 dans les années 90. La saison 4 devrait donc logiquement se passer au début des années 2000. La guerre froide et la politique. La saison 1 commençant en 1969, l'année de naissance de ma maman, vous doutez bien que ces deux sujets, très liés ici, sont un des thèmes les plus développés de la série. Tout au long des 3 saisons, nous nous retrouvons au cœur de débats politiques entre les États-Unis et la Russie, et entre les diverses délégations américaines, notamment entre la NASA et la Maison-Blanche. La NASA fait face au désamour pour ses programmes qui n'auront pas permis d'asseoir son soft power contre la Russie, et se retrouve même à devoir la recopier lorsque l'URSS envoie une femme cosmonaute. Le comble pour l'impérialisme américain. L'organisation doit également faire face à la délégation russe plus tard dans la série, dans un jeu du chat et de la souris épuisant pour tous. Personne n'a envie d'être le premier à partager ses secrets de fabrication, et la méfiance entre les deux blocs est palpable et alourdit les relations scientifiques. Bref, vous l'avez compris, c'est une thématique forte qui lance toute la série et ne la quitte pour ainsi dire jamais, même dans les relations entre les personnages. La diversité. Si vous avez la malchance de traîner sur Reddit autant que moi, vous êtes probablement tombé sur cette take ultra pétée, For All Mankind et Woke. Pourquoi, me diriez-vous? Eh bien, probablement parce qu'on a des personnages principaux féminins, et pour certaines à des postes de pouvoir, dont une, je sais, noire, des lesbiennes et des gays, une gamine mexicaine, des russes, bref, c'est la foire à la saucisse, question personnage. Est-ce que cette diversité est poussée? Cependant, non. Les personnages féminins sont soit les femmes des personnages principaux, comme Karen ou Tracy, soit là parce que la NASA est forcée de copier la Russie, qui a envoyé une femme sur la Lune, comme Hélène et Molly. Daniel est littéralement utilisé par la NASA pour montrer leur progressisme. Aleida est là pour donner un côté plus doux à Margot, et l'homosexualité des personnages pour rappeler les lois absurdes des USA à l'époque, et la pression sur le mariage et le fait d'avoir des enfants, limitant leur carrière. C'est aussi oublier l'importance réelle des calculatrices, coucou Hidden Figures si vous voulez en savoir plus, des femmes pilotes dans l'armée, coucou Lady Astronaut si vous voulez en savoir plus même si le livre est nul, et de manière générale, c'est oublier qu'une œuvre peut avoir autre chose que de bons mâles blancs hétéros, ce qui est aussi très représenté dans la série, hein. Bordel, le personnage principal est Ed, suivi de près par Gordo et Dick. Et justement, c'est ce qui rend cette série appréciable. Elle n'oublie personne, en tout cas aux États-Unis, dans cette course folle aux étoiles. Oui, les astronautes étaient pour la plupart des hommes blancs hétéros, mais la plupart ne veut pas dire tous, et c'est sans compter leur famille et l'administration qu'il y avait et a toujours autour. Bref, c'est cool. L'avancée technologique. Rassurez-vous, pas besoin d'avoir fait un doctorat en ingénierie spatiale, mais la technologie et les problèmes rencontrés lors de l'exploration lunaire sont un fil directeur de la série. On suit notamment Margot, une ingénieure de la NASA, dont le travail est de rattraper les Russes, voire même de les dépasser. C'est encore plus explicite dans la saison 2 via le personnage de Aleida, mais aussi dans les échanges entre les délégations russes et américaines. Et dans la saison 3 avec le personnage de Dave Ayesa, une sorte de proto-Elon Musk, mais en largement plus sympa, qui devient un joueur important dans la course à l'espace contre la NASA et le gouvernement. Tout au long de la série, on nous parle fusée, survie en milieu lunaire hostile, impact sur le corps via le personnage de Molly notamment, et on a constamment le rappel aux efforts des petites mains soutenant les astronautes. C'est cool parce que pour le coup c'est plutôt novateur, des épisodes et passages entiers sont dédiés aux problématiques très concrètes de technologie qui sont normalement plutôt absentes de ce genre de série, ou bien plus confinées au background des histoires. La persévérance. C'est peut-être un petit peu bizarre lancé comme ça, mais je dirais que le fait de ne rien lâcher et de toujours se dépasser, de persévérer dans ce rêve fou, quand on y pense de la course à l'espace, est non seulement le moteur de la série, mais également des personnages. On le voit notamment avec le personnage d'Ed, sûrement le plus tête dure de toute la série, mais Tracy n'abandonne jamais l'idée d'être astronaute. Gordo, malgré ses peurs, continue à se battre. Molly, bon, c'est Molly, bref, vous comprenez l'idée. Malgré les obstacles sur leur route, les personnages ne cessent jamais de se battre pour leurs idéaux et leurs projets. Aleida en est sûrement le plus bel exemple, même si j'aime pas trop le personnage. Tout le principe de la série est de montrer comment la NASA persévère pour arriver jusqu'à la Lune, et ce, même lorsque battue par les Russes, et comment elle peut aller encore plus loin. Une belle leçon enseignée de multiples manières sur les 3 saisons. L'humanité sous toutes ses coutures, ses travers et ses réussites. C'est même ce que dit le titre de la série en reprenant les célèbres paroles d'Armstrong. Cette série, c'est l'humanité. L'humanité qui construit des trucs de ouf pour quitter sa planète d'origine, comme l'humanité qui se déchire contre elle-même, pour des questions qui n'ont au final aucun intérêt dans la grande vision des choses.
Couleur de peau, sexualité, nationalité, on s'intéresse autant aux réussites de Margot et ses prouesses technologiques qu'aux problèmes que les astronautes Ed et Gordo éprouvent avec leurs compagnes Karen et Tracy et comment leur départ les affecte, elles et leurs enfants. On s'intéresse autant aux missions dans l'espace de Molly et Dick qu'à Hélène, qui doit cacher sa sexualité et se marier avec un homme pour éviter la prison. L'humanité, c'est autant les grandes réussites scientifiques que les histoires d'amour et de passion, que la tromperie, la trahison, l'oppression et l'échec. Et For All Mankind le réussit parfaitement. Les acteurs. Et pas seulement Joel Kinnaman, bien que j'adore son jeu tout en subtilité, du mec à qui on a appris à cacher ses émotions mais régulièrement sur le fil, son côté plus doux et communicatif dans la saison 3 est juste superbement bien amené par l'acteur. Mais on ne va pas se mentir, ils sont tous, à l'exception de Coral Peña pour ma part, mais j'aime pas le personnage, géniaux. Sérieusement, je ne verrais aucun autre acteur pour les rôles de chacun. Sonia Walger notamment est bluffante en Molly, une vraie Sarah Connor 2.0. Ren Schmidt et son accent à couper au couteau et son air austère en fait une parfaite Margot. Je pourrais tous les citer, ils incarnent tous parfaitement la faiblesse et la force de leur personnage. Jodie Balfour et Chantal Von Santen m'ont arraché plusieurs larmes, et j'adore le duo des Stevens de Dorman et Jones. Juste un des meilleurs castings depuis Game of Thrones et depuis Good Omens. Les visuels. Bon, si on sort des maquillages des acteurs à partir de la saison 3, qui pour certains passent vraiment pas, la série est magnifique. Si on s'en rend surtout compte dans les passages sur la Lune, bien sûr, et dans la saison 3 pour le grand spectacle, la série a depuis le début un côté très cinématographique. Lumière de fou, mise en place des personnages, costumes des années 60 et décors des maisons, passages télévisés, il y a un travail formidable à ce niveau qui me fait beaucoup penser à Mad Men. La production en règle générale est parmi les plus dingues de ces dernières années. Du très beau travail. Les personnages. Une redite avec les acteurs peut-être, mais je m'en fiche parce que c'est ce qui fait véritablement accrocher à l'histoire. Si j'ai eu du mal avec certains au début, notamment Hélène et Margot, on ne peut que s'attacher à eux, parce que ce qu'ils vivent est inédit, fort et dur. Je veux dire, Ed et son équilibre délicat, et souvent pas du tout en équilibre, entre son métier et sa famille, notamment les liens avec ses fils, Margot et sa relation avec Von Braun, une des meilleures scènes de la saison 1, qui devient le mentor à son tour avec Aleida. Bon, Aleida me saoule prodigieusement dans la saison 3, mais ça en fait une sur un casting assez important, donc voilà, c'est mon joker. Mais aussi Daniel et le racisme dissimulé et à la fois assumé de la NASA, Tracy qui veut devenir astronaute alors que son couple se délite, Molly qui veut casser les codes, Karen qui doit tenir sa famille, sans compter Dick, bref, un florilège de personnages attachants, complexes, aux ambitions différentes. Une ère peu exploitée. On va pas se mentir, les mêmes thèmes reviennent assez souvent dans le cinéma et les séries SF. Les dystopies proches et le post-apo, le début de l'expansion dans le système solaire dans notre futur, les gouvernements intersystèmes, ce genre de choses. Pourtant, très peu d'œuvres parlent de cette période, et encore moins une uchronie. C'est une période pourtant fondamentale, tant au niveau de l'histoire de l'homme que de la construction de notre imaginaire. Et si on le fait, on se concentrera plus sur les astronautes que sur le reste, avec l'exception notable de Hidden Figures, qui n'est pas un film de SF, mais je le mets quand même parce que je l'adore. Et le prémisse de base, de renverser la course à l'espace durant la guerre froide, permet de partir sur des bonnes bases, des bases nouvelles, quasi de zéro, pour raconter une nouvelle histoire. Bref, c'est plutôt cool et extrêmement bien trouvé. Une histoire inspirante. Vous l'avez compris, je pense, For All Mankind est une histoire de l'humanité qui tente de se dépasser pour atteindre un des objectifs les plus fous possibles et toutes les erreurs, échecs, doutes et réussites qui vont avec. Accompagnée par des personnages forts, bien écrits et subtils, l'histoire nous emporte dans ce rêve et honnêtement, il est possible d'en retirer beaucoup de leçons, notamment celle de ne jamais abandonner, même si l'on échoue, à répétition. Les personnages sortent véritablement transformés des divers événements, changés par la vie et la tournure que prennent les événements. Ed devient plus doux et calme, Karen plus indépendante et forte, Daniel, Margot et Molly à prendre le lead, Tracy à prendre son rêve en main, bref, autant d'histoires qui peuvent nous inspirer dans notre vie de tous les jours. Et finalement, très peu d'histoires peuvent se targuer de le faire. For All Mankind n'est pas la série SF la plus traditionnelle qui soit. Elle se rapproche plus d'une prélogie Star Wars dans le sens où on passe beaucoup de temps à parler politique, boutique, sentiments et ressentiments qu'à être dans l'espace. Une énorme partie de la série consiste à discuter de l'envoi des astronautes femmes et des risques avec la Russie, des enjeux politiques et sociaux entourant le programme spatial, l'exploration spatiale est presque en second plan.
Beaucoup de temps est également accordé à ceux qui entourent la NASA, la famille de Karen et sa difficulté à voir son mari parti, le couple Gordo/Tracy, le compagnon de Molly. For All Mankind est une série qui prend le temps de construire son propos et ses personnages, de leur donner du poids, du corps et de l'attention à chacun, même les plus tertiaires comme Dick ou Dave. Honnêtement, j'ai été bluffée par son niveau de production et l'attention portée sur les visuels et les détails. Le jeu des acteurs, la musique discrète mais entêtante. Et je ne peux que vous conseiller de vous y mettre avant la sortie de la saison 4. Vous avez un petit peu de temps, alors foncez. Mais quand on y pense, c'est quand même marrant qu'on soit presque mieux lotis avec les Russes en vainqueurs de la guerre froide qu'avec les Américains. Même si au final on ne sait pas grand chose de l'état de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie ou de l'Amérique du Sud. Très peu en fait est dit du reste du monde, c'est un peu mon seul grief avec la série. Je dis ça, je dis rien. Voilà tout le monde, la vidéo sur For All Mankind est enfin faite. Honnêtement, voilà, là, la fin de l'année 2023, je m'attelle vraiment à des projets qui m'ont été énormément demandés et qui, voilà, vous intéressent beaucoup. Vous avez raison de me saouler avec For All Mankind, c'est une excellente série et j'étais très contente de la découvrir. J'espère que vous irez la découvrir également après cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ce que vous en avez pensé, ce que vous attendez éventuellement de la saison 4. N'hésitez pas à me retrouver sur les différents réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram notamment où je suis la plus active. N'hésitez pas également à me suivre sur Tipeee et à donner si vous avez envie de participer à la chaîne. C'est pas obligatoire, mais sachez que ça existe. Et moi je vous dis à bientôt dans l'univers.